Bonsoir, ça me fait tellement plaisir d'être avec vous ce soir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vous souhaite la bienvenue à tous. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, comment vous vous appelez, comment vous vous sentez. En tout cas, merci d'être là sur ce nouveau webinaire sur Vivo Vojo, avec quelqu'un qu'on apprécie particulièrement ici, qui est David Tan. Salut David. Bonsoir à tous, bonsoir Laura, ravi de passer cette soirée et ce moment avec vous, ce moment de partage, ça me fait très plaisir aussi. J'espère que vous avez eu une très bonne rentrée. Eh ben, écoute, en tout cas, la rentrée pour certains est intense, la rentrée est dense et l'idée justement de ce moment qu'on va partager ensemble, eh bien, c'est d'aller calmer un peu notre esprit, d'aller mettre de la quiétude, de la sérénité et de l'apaisement. Alors, ce soir, on va parler de méditation avec toi pendant 1h15. Alors, au-delà de parler de méditation, on va surtout aller eh bien, ressentir ce qu'est la méditation. Donc, justement, dans le chat, je vois que vous êtes très nombreux. Vous êtes plus de 3000 à vous être inscrits pour cette soirée. Merci beaucoup pour ça. Merci, merci. On voulait, avec David, commencer ce webinaire en vous demandant si je vous dis méditation, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Mettez-nous juste quelques mots. Qu'est-ce que la méditation pour vous? Et comme ça, ça nous permet aussi de voir qui est avec nous, de faire une petite synthèse pour savoir si vous êtes des jeunes méditants ou des personnes qui méditaient depuis longtemps. Et du coup, on va quand même adapter nos propos en fonction de tout ça, même si on sait la méditation est un outil universel. David, je rappelle pour celles et ceux qui te connaissent pas complètement, je rappelle que tu es un professionnel de santé, que tu as accompagné des milliers de patients, notamment 40 000, 40 à 50 000 personnes, ce qui est énorme. Tu es fondateur d'une méthode holistique qui s'appelle Life Force. Et ce qui m'a toujours plu chez toi, c'est que tu es un explorateur. J'aime bien te définir comme ça. Tu as voyagé dans 75 pays à la découverte des peuples finalement les plus heureux, les plus vivants et ceux qui vivent le plus longtemps. Alors, ce soir, ce qui nous intéresse, je l'ai dit, c'est la méditation. Donc, on va regarder un petit peu ce que nous disent ces personnes et tu vas se ressourcer. Se ressourcer. Ouais. Calme, sérénité, apaisé. Voilà. Se connecter à son être profond, prendre contact avec sa lumière intérieure, retour à ma paix intérieure. Juste détente, se vider la tête. Concentration. Ah, intéressant. Concentration. Calme, plénitude, paix. Tu vois, c'est des mots qui vont te permettre, David, bien sûr, de rebondir là-dessus. Bien sûr. Pourquoi tu es là ce soir avec nous? Parce que tu as fait 12 Vipassana, ce qui est quand même énorme. Les Vipassana, on rappelle, ce sont des retraites en silence pendant 10 jours. Donc, ça veut dire que tu as fait 120 jours de méditation de silence. Méditatif. Tout à fait. 120 jours sur les 15 dernières années. Ça a vraiment transformé ma vie quand j'ai rencontré… alors, la méditation, j'ai exploré… différentes pratiques. On verra une des définitions communes à tout ce que vous avez dit. Et le but de ce soir, c'est que vous ayez des clés précises pour commencer à méditer ou réappréhender la méditation si vous avez déjà expérimenté, parce que l'idée, c'est vraiment de démystifier et de comprendre les principes, parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de confusion les 30 dernières années. Ça fait un peu plus de 20 ans que cet outil fait partie de ma vie. Donc, j'ai exploré différentes pratiques, différentes techniques et j'ai rencontré Vipassana il y a une quinzaine d'années sur un voyage en Inde qui a littéralement transformé ma vie. Alors, Vipassana, c'est une pratique méditative et qui s'apprend en faisant 10 jours. Ce sont des retraites de 10 jours de silence où on est assis 12 heures par jour pour méditer et on médite continuellement pendant 10 jours. Donc, j'en ai fait 12 effectivement les 15 dernières années et clairement, c'est quelque chose qui a bonifié ma vie dans tous les sens. Même si au départ, ça a été très difficile pour toi. Au démarrage, le premier Vipassana, souviens-toi de ça. Complètement. Tu as complètement raison, Laura. Le premier, j'ai envie de vous partager que c'est peut-être la chose
la plus difficile et en même temps, paradoxalement, la chose la plus belle que j'ai fait dans ma vie. Et pourtant, tu sais que j'ai beaucoup voyagé les 30 dernières années. Tu disais à travers plus de 75 pays. Je pense que je me suis exposé, puisque je suis passionné de cette voie de l'hormèse, de comment se renforcer, d'aller chercher un petit peu les limites, les extrêmes. Eh bien, je pense que ça a été le chemin, la plongée la plus profonde que j'ai pu faire en moi et toujours. Et finalement, ça a été le plus beau voyage. Je me suis rendu compte qu'en fait, le plus beau voyage, c'est le voyage qu'on fait à l'intérieur de soi. Et quand on fait silence en soi, avec soi, il y a beaucoup de choses qui remontent pour être nettoyées, pour être transcendées. Et on va le voir ce soir. Tout ce que j'appelle les unfinished businesses, ça veut dire toutes les affaires, tous les traumatismes, toutes les choses non résolues dans notre vie qu'on a accumulées. Eh bien, quand on fait silence avec soi, pour soi, c'est une façon avec laquelle ces choses remontent à la surface et peuvent être déchargées, alchimisées, transformées. Et du coup, on s'allège. C'est vraiment une façon de s'alléger. Pour le présenter tout simplement, tu sais, je dis toujours dans mes stages que la méditation, c'est une douche pour l'esprit. Quel est le filtre à travers lequel on expérimente notre quotidien? C'est notre esprit. Comme des lunettes, si nos lunettes, on ne les nettoie pas, on ne nettoie pas les verres, eh bien, tout ce qu'on voit est teinté de saleté, tout ce qu'on expérimente dans la vie. Quand on les nettoie, ça a une couleur, notre vie a une couleur différente. Ben, notre esprit, est-ce qu'on sait ce qu'on a appris petit? Est-ce qu'on a appris au cours de notre vie à le nettoyer? On prend des douches pour se nettoyer le corps, pour avoir une hygiène corporelle, sentir bon. Est-ce qu'on sait prendre des douches tous les jours pour nettoyer son esprit, qui est encore une fois le filtre à travers lequel on expérimente son existence? Donc déjà, ce que tu es en train de nous dire, à travers les mots que tu emploies, c'est qu'une méditation pour en fait se nettoyer l'esprit, c'est tous les jours. C'est-à-dire que oui, comme on prend les dents, comme on prend sa douche et comme pour les femmes, on se démaquille le soir. Exactement, Laura. Ça, c'est un réflexe à prendre tous les jours. Complètement. C'est extrêmement important à comprendre parce que, tu sais, je le dis toujours, on a fait plusieurs webinaires ensemble sur cette belle plateforme qui soutient la vie, qui est Vivo Vojo. Je dis toujours que la vie est un jeu. Comme tous les jeux, elle a des règles. Jouer au jeu de la vie sans connaître les règles, c'est compliqué. Une fois qu'on connaît les règles, c'est-à-dire les principes du vivant, nettoyer son esprit à travers un des outils les plus puissants que j'ai retrouvé dans mon expérimentation, à travers tous mes voyages, dans ces différentes cultures à travers le monde. Une fois qu'on a compris ce principe-là, eh bien, c'est vraiment important de le pratiquer. Et au quotidien, je dis toujours aussi, tu sais, que la vie se pratique. La vie se pratique. Quand on pratique la vie, on va parler de mindfulness, de pleine conscience, de pleine présence. Quand on pratique sa vie, eh bien, tous les champs de sa vie prennent une couleur complètement différente. Et l'entraînement, c'est la méditation. L'entraînement à la pleine conscience, à la pleine présence, à pratiquer sa vie, ça demande une pratique assise, quelques minutes tous les jours. Ça commence par quelques minutes tous les jours. Alors évidemment, pendant ce webinaire, on va vous faire ressentir ce qu'on peut justement ressentir à travers ces pratiques méditatives, parce que l'idée, c'est pas que d'en parler. On sait que ce que vous allez retenir de toute façon, eh bien, c'est l'émotion qu'on va vous procurer et c'est évidemment notre ressenti. Mais je voudrais que tu reviennes quelques instants sur le constat que tu as pu faire. Toi, tu fais tout le temps des stages, tu es tout le temps en train de pratiquer tout ça. Quel est le constat sur cette pratique méditative que tu as pu observer, disons, ces dernières années, par rapport aux gens et les méditations? Alors, c'est très juste ce que tu dis. Merci pour cette belle question. Dans tous les stages Life Force que je peux donner, et tu sais que c'est multigénérationnel, ça va d'enfants. À chaque fois, on a des enfants. Simplement pour vous dire, en juillet, j'ai donné un stage d'une semaine. Ça allait de 9 ans jusqu'à 83 ans. Et on avait des gens de 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70. On avait un échantillon représentatif de toutes les dizaines. Et à travers tous ces stages et puis à travers toute ma pratique d'ostéopathe et de kinésithérapeute ces 30 dernières années, à travers le monde, je me suis rendu compte, comme les définitions que vous avez données, en fait, c'est très large. Et ce que je trouve, c'est qu'il y a une grande confusion.
il peut y avoir une grande confusion. Ce que j'ai pu expérimenter sur des dizaines de milliers de personnes, c'est que tout le monde a entendu parler de la méditation. Beaucoup de gens ont expérimenté. Des gens qui pratiquent, j'ai envie de vous dire, c'est grosso modo 1 sur 10. Des gens qui ont gardé l'outil et qui le pratiquent. Des gens qui prennent une douche de leur esprit tous les jours avec cet outil qui est un des plus puissants pour se nettoyer l'esprit, donc pour sortir, décharger son stress, c'est 1 sur 10. Beaucoup ont expérimenté, on a entendu parler, il y a des confusions qu'on va éclaircir ce soir, et ceux qui ont expérimenté, ça peut être grosso modo, sur mon expérience, 3-4 personnes sur 10 ont arrêté. Ont arrêté parce que, à cause de confusion, à cause de mauvaises explications de ce que c'était, de comment faire, c'est pour ça qu'on va voir ensemble de ce webinaire, des pépites très simples sur comment mettre ça en pratique, comment démystifier et quels sont les points communs à toutes ces pratiques et comment clairement commencer à méditer après ce webinaire. Ouais, c'est vraiment comment commencer à méditer, parce que ce qui est intéressant, c'est que, et ça on en a parlé un peu en off tous les deux, c'est que généralement les gens qui abandonnent sont des gens peut-être qui sont partis sur des méditations trop longues ou sur des méditations guidées aussi. Il faut faire aussi une différence entre la méditation, l'état méditatif et la méditation guidée. Est-ce que tu peux nous préciser ça? Oui, tout à fait. C'est complètement juste ce que tu dis. Effectivement, on en a beaucoup parlé en off. Il y a beaucoup d'applications sur nos téléphones qui apparaissent, notamment les 2 applications américaines très populaires qui s'appellent Calm ou Headspace. En France, on a Petit Bambou, par exemple, où il y a beaucoup de méditation guidée. Je pense que c'est important de comprendre déjà ça peut générer une confusion. Une méditation guidée, c'est en fait une relaxation guidée. Moi, j'appelle ça des voyages méditatifs. On en parlera tout à l'heure, on en vivra un ensemble. Ça a complètement sa place pour nous faire grandir, pour nous apaiser, pour développer certaines ressources en nous, mais ce sont des relaxations. C'est vraiment un outil de relaxation qui s'inscrit plus dans le prolongement de la sophrologie en mélangeant bien sûr avec avec certains aspects de l'hypnose où on peut faire émerger différentes choses. La méditation, c'est vraiment quelque chose pour nettoyer notre mental, pour sortir du mental et revenir dans notamment les sensations corporelles et la respiration, qui sont les 2 seules choses, les amis, qui sont complètement liées avec vos circonstances de vie. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, une circonstance externe, vos sensations corporelles et votre respiration va être influencée. L'idée de l'outil de la méditation pour apaiser son esprit, pour sortir du stress, se débarrasser du stress, l'alchimiser, c'est vraiment de couper le mental. Si on a une audio en permanence avec une application, ce type de méditation guidée, entre guillemets, qui sont en fait des relaxations, une partie de notre mental reste engagée en permanence pour suivre ces instructions. Donc, ça nous coupe d'une partie de nos sensations et ça nous coupe du fait de justement pouvoir nettoyer son mental complètement. Ouais. Donc en fait, c'est parce que on écoute en fait la voix de cette guidance en réalité. Donc on est concentré. Il y a quelqu'un, et c'est Sylvia qui disait ça, je crois, qui disait que l'état méditatif permettait la concentration. Mais du coup, est-ce que c'est pas antinomique ça? Est-ce que l'état méditatif permet la concentration, ou alors au contraire, pour toi, dans ton prisme, dans ta vision, c'est vraiment de se dire que lorsque je fais une méditation, par exemple, d'1 minute ou de 2 minutes, c'est vraiment pour nettoyer mon mental. C'est vraiment pour me nettoyer mon esprit comme je prends ma douche avec le corps. Exactement, c'est vraiment pour se nettoyer, Laura, et c'est aussi une façon de se recharger, se nettoyer et se recharger. L'idée, c'est de trouver dans les grands principes des différentes écoles de méditation, quand on remonte à la source, et tu sais que je suis très féru des traditions dans tout ce que je fais. Je me suis passionné pour l'anthropologie du soin à travers tous ces voyages. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre en fait toute cette connaissance ancestrale et de la passer au fil de la neurologie, de la neuroscience pour en extraire le nectar. Donc,
ces traditions qui sont multimillénaires, notamment Vipassana, qui ont passé l'épreuve du temps, c'est toujours quelque chose qui est extrêmement passionnant pour moi, parce que l'épreuve du temps, c'est la plus grande épreuve, la plus difficile à passer. L'idée, une fois qu'on sait méditer, comme quand on prend une douche, on sait que pour se doucher, on a besoin d'avoir de l'eau. C'est pour se doucher, pour se nettoyer, on a besoin d'avoir de l'eau. Eh bien, pour méditer, on a besoin d'être relié à sa respiration ou à ses sensations corporelles. Ça va de pair et c'est ce qui permet de se nettoyer. Et du coup, ça vous rend aussi complètement autonome. Le fait d'apprendre, et c'est ce qu'on va voir ce soir, d'avoir cette discipline du cœur, de vous poser quelques instants tous les jours, de vous honorer, de vous accorder de l'importance, parce que c'est de ça qu'il s'agit, les amis. Ça, c'est extrêmement important ce que je dis. S'honorer, s'accorder de l'importance, passer du temps avec soi, ne serait-ce qu'une minute, ça commence par une minute de méditation, passer du temps, une minute avec soi, pour soi, c'est un cadeau extraordinaire dans le silence chez vous, parce que ces compétences que vous allez développer, qui vous permettent de couper le temps pendant quelques instants, de vous foutre la paix. Vous allez voir qu'on a un mental qui est très actif tout le temps. Comme le dit Fabrice Midal, de se foutre la paix au moins une minute par jour, eh bien, vous allez voir que ça va avoir un impact vertueux sur le fait de proposer des réponses quand vous avez des choses dans votre vie que vous attendez qui n'arrivent pas, qui génèrent de la frustration, des émotions négatives, ou pire, des choses que vous ne souhaitez pas qui arrivent. Plutôt que d'avoir des réactions en permanence, eh bien, vous allez créer un momentum, un espace-temps où vous allez pouvoir proposer une réponse en conscience, en présence. L'enjeu, il est vraiment là. Mais ça s'apprend dans le silence. Ça commence par une minute chez soi. Apprendre à méditer en plein divorce, c'est possible, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ça demande de s'entraîner. On appelle ça dans un dojo, chez soi, là où on est au calme. Et vous allez voir que après, une fois que vous avez compris ces principes, eh bien, on va pouvoir mettre en place des méditations actives où on marche, où on a cet état de présence quand on cuisine, au travail. Mais ça commence quand on est débutant, dans un endroit vraiment où on est en quiétude, où on est en paix chez soi. On va revenir, bien sûr, sur ces petites pépites, comment bien apprendre ce soir à méditer. Moi, je veux vraiment que vous repartiez, vous savez, ça fait partie un peu de mon ADN. Je veux vraiment que vous repartiez avec des petits outils pour que, à la fin de ce webinaire, vous disiez, wow, ça y est, je vais commencer à méditer, mais pas à pas. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de faire une méditation de 40 minutes et puis de se prendre la tête et de pas y arriver et du coup d'abandonner des deux mains. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, je vais appliquer les conseils, les pépites là que David va nous donner ce soir, qu'on va vous donner ce soir. Et je voudrais qu'on revienne juste sur l'idée de démystifier la méditation. Ouais. Quoi, à ton avis, tant de gens, tant de personnes, et je ne sais pas si ça vous est arrivé, n'hésitez pas à nous dire si ça a été difficile pour vous justement de rentrer dans la méditation et surtout de vous entraîner, de continuer à méditer. Donne-nous quelques petites indications sur qu'est-ce qui fait que les gens arrêtent? Ouais. Parce que dans mon expérience, et tu sais, comme j'ai un nom de famille asiatique et je suis métis vietnamien, j'ai passé 10 ans de ma vie en Asie, j'ai toujours attiré, en étant professionnel de santé, en consultation, beaucoup de gens qui me parlaient toujours de méditation dans nos séances de soins. Et qui me disait, quand on se rencontrait, tu sais, moi, David, j'ai essayé, mais c'est pas pour moi. Je leur disais, bon, c'est pas pour toi la méditation, mais est-ce que se laver les dents ou se laver les mains, est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pas pour toi? Alors, les gens me regardaient, mais pourquoi tu me dis ça? Je lui dis, c'est exactement la même chose. Parce que une des confusions, c'est que les gens jugent leur méditation. Ouais, or, on va voir cette notion, cette vertu essentielle de non-jugement. Elle est essentielle. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise méditation. Je répète, les amis, c'est extrêmement puissant. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise méditation. Il n'y a pas de bon ou de mauvais brossage de dents ou de bon ou de mauvais lavage de mains. Il y a juste un lavage de mains, il y a juste un lavage de dents, il y a juste une méditation
qui est un lavage de l'esprit. Donc, une des premières grandes confusions, c'est que les gens jugent leur méditation parce qu'ils attendent, il y a une attente sous-jacente, Laura, qui est je veux ressentir un bliss, c'est-à-dire ressentir un bien-être dans la méditation. Il faut qu'elle soit bonne, il faut que j'ai des sensations subtiles, il faut que j'atteigne l'éveil. C'est pas du tout ça. C'est le propos, c'est de se nettoyer. Donc ça, c'est la première grande confusion pour justement démystifier ce que c'est la méditation. Tu parles de blitz, hein, c'est-à-dire bliss. C'est-à-dire atteindre finalement un bien-être. Un bien-être, des sensations subtiles, tu sais, vraiment, c'est certain dans certaines pratiques, tu sais, ça peut être quelque chose même orgasmique, où on est dans un état de détachement total. Mais c'est possible. Ce sont on appelle ça il y a différents états de jhana, de samadhi, où on va vers justement ce détachement. Mais le but primaire pour nous, surtout quand on commence, c'est simplement un lavage de son esprit. Donc à travers une technique très simple, un principe très simple que je vais vous proposer, quelque chose d'adogmatique, asectaire, qui utilise votre respiration pour commencer, ou même si vous êtes déjà expérimenté dans d'autres pratiques, eh bien, ça permettra de revenir aux fondations, comme un musicien revient à ses gammes, pour renforcer justement son attention. Et vous allez voir que de comprendre qu'il n'y a pas besoin de juger, c'est hors propos de juger sa méditation. C'est simplement le plus important, c'est de se poser, d'avoir l'intention de s'asseoir et de faire une pause avec soi-même pour soi-même, de sortir de cette hyper sollicitation qu'on a en permanence dans notre vie. Tu sais que j'ai développé une grande expertise dans la gestion de stress, dans la prévention du burn-out, où j'interviens énormément, notamment en entreprise, où j'enlève d'ailleurs, quand j'amène l'outil de méditation, la connotation, parce que ça peut avoir une connotation ésotérique qui n'est pas toujours la bienvenue dans le monde de l'entreprise. Par contre, j'amène l'outil de focus mental, de nettoyage, de décharger son stress et d'entraînement de l'attention. Ouais. J'aime bien ce mot entraînement de l'attention, parce que je trouve que du coup, je pense que ça parle à tout le monde. Ça juste, pardon, je te coupe là-dessus. Je voudrais juste dire à Fanny et Solange, je vais reprendre vos témoignages. Ne vous inquiétez pas. À la fin, il y aura un petit 10 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. On n'y répond pas tout de suite, mais à la fin de ce webinaire, on se prendra évidemment. Bien sûr, pour qu'on échange. Ouais. Mais tu sais, Laura, je reprends parce que pour la définition que tous nos amis en ligne ont dit, on voit que c'est très large. Le spectre des mots qui a été employé est très, très large. Tu sais que j'aime beaucoup partager, enseigner, ça veut dire montrer avec des métaphores, des images mentales. Je dis toujours, quel est le point commun à tous les sports? Que tu fasses du karaté, de la natation, du tennis, du foot, de la danse, c'est quoi le point commun à tous les sports? Un des points communs, c'est de bouger l'appareil locomoteur. Il y a 1001 façons de faire du sport, tu es d'accord? Il y a 1001 techniques de méditation. Il y a 1001 façons de méditer. C'est la même chose. Dans notre monde, c'est très, très large. Le nombre de techniques de méditation est très vaste, comme le nombre de sports. Quel est le point commun à toutes ces techniques de méditation? Un des points communs les plus importants, clés, c'est de ramener son attention, d'entraîner son attention, de ramener son attention à l'objet de sa méditation. Ça, c'est clé. Donc, la méditation, c'est un entraînement de l'attention. Mais c'est juste génialissime parce que qui ne souhaite pas pouvoir devenir maître de son attention, appréhender son attention? C'est une vertu qui va avoir un impact majeur sur tous les champs de votre vie, d'être capable de focaliser votre esprit, votre attention, où et quand vous voulez, sur les choses que vous souhaitez, quand vous le souhaitez. Et l'outil qu'on va voir, que je vais vous partager, c'est en utilisant la respiration. La respiration, c'est quelque chose d'asectaire, d'areligieux. Tout le monde peut le faire, peu importe l'âge, parce que si vous êtes là, c'est que vous respirez. La vie commence par une inspire, elle finit par une expire. D'ailleurs, dans le monde, tu sais, en Inde, on dit l'être éveillé, le yogi, c'est quelqu'un qui compte
sa vie, la durée de sa vie, pas en années, mais en nombre de respirations. Donc la respiration, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est liée, elle est en permanence liée avec ce que vous vivez à l'extérieur. Donc elle est toujours là. Je voudrais que on aime bien les analogies, hein, nous on aime bien les images pour bien comprendre tout ce qui se joue, et notamment dans la méditation. Tu voulais nous partager l'expérience du verre brouillé. Ouais, exactement. Cette expérience-là. Vous voyez mon petit broc d'eau là? Regardez, je vais le fermer. Comme ça, je vais pouvoir le secouer. C'est mieux. Alors, pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai amené ça? Parce que j'aime beaucoup cette analogie entre le broc, c'est mon corps. Le contenu, l'eau, c'est mon esprit. C'est une métaphore. Si je suis sans arrêt en train d'être agité dans mon corps en permanence parce que dès que je me lève le matin, je commence à m'occuper des enfants et je cours toute la journée. Mon travail, les courses, tous les soucis, toutes les choses à faire, je suis constamment sollicité. En plus, Instagram, Facebook, sans arrêt. La vie. Exactement, la vie. Et tu sais, je disais tout à l'heure, on a un défilement mental. Vous savez qu'en neurosciences, on a montré, ce sont les travaux de Daniel Amen, ce chercheur, il a un très beau nom, soit dit en passant, Daniel Amen, 60 000 pensées par jour, 48 000 pensées sont négatives. Et 90% de vos pensées sont les mêmes que la veille. Ça veut dire qu'on ressasse nos négativités en permanence. Ça veut dire que vous avez 33 pensées négatives par minute. Mais ça va tellement vite parce qu'on est sans arrêt distrait par l'extérieur que imaginez que j'ai de l'argile dans le broc. Si je secoue en permanence parce que je suis agité dans ma vie, comment est l'eau? Elle est trouble. L'argile est diffuse dans l'eau, l'eau est trouble. Si je me pose dans ma journée, comme ça, regardez ce qui va se passer. L'eau va se stabiliser parce que je me pose sur mon coussin de méditation, ne serait-ce qu'une minute par jour, et progressivement, l'argile, les particules de terre vont aller se déposer au fond. Et l'eau qui était trouble, Laura, elle va redevenir comment? Limpide. Ça veut dire que mon esprit va redevenir clairvoyant. Je vais pouvoir voir, poser des décisions, voir beaucoup plus clair dans ma vie. Parce que je me pose, le simple fait d'immobiliser mon corps quelques instants dans ma journée, avec moi, pour moi, ça va permettre à mon esprit de décanter, de se nettoyer. Cette image, je la trouve très très belle parce qu'elle permet de comprendre, surtout quand on débute, de poser le corps. Quand on n'a jamais médité, de méditer en marchant, de méditer dehors, de méditer en faisant la cuisine, en travaillant, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué et vous allez prendre des chemins qui vont pas vous faciliter les choses. Alors que ce côté éducatif de se poser dans sa chambre, on va voir, de choisir un coin chez vous qui est calme à un moment de la journée où vous êtes au calme, vous allez voir que vous allez potentialiser, optimiser les chances d'intégrer les choses et de progresser beaucoup plus vite et du coup d'avoir plus de résultats et d'avoir envie de continuer. On essaie d'expérimenter sur quelques secondes, peut-être 30 secondes pour exactement, avec plaisir. Alors, je vais vous inviter à prendre un petit cheveu sur le sommet de votre crâne, à le tirer symboliquement vers le haut. On lâche la main, ça veut dire que le menton rentre, on est assis sur une chaise ou peut-être par terre, comme moi. On détend les épaules, le sternum est détendu, on est suspendu comme Pinocchio. Et on va juste fermer les yeux, juste écouter, ne pas modifier sa respiration et je vais juste vous demander de rester immobile pendant 30 secondes. On va juste, comme on a fait avec le broc, immobiliser le corps pendant 30 secondes et regarder ce qui se passe, peut-être les pensées qui vous traversent, peut-être ce qui se passe dans votre corps. Observez juste, simplement ne bougez pas, vous ne déglutissez pas, vous continuez à respirer comme vous respirez pendant 30 secondes. C'est parti.
On va inspirer tranquillement et on va ouvrir les yeux. Mais mettez-nous dans le chat ce que vous avez ressenti. C'est juste 30 secondes de votre vie, sans autres instructions que de voir ce qui se passe en vous, simplement quand vous immobilisez le corps. Où est parti votre esprit? Où est partie votre attention? Est-ce que c'est parti sur vos pulsations cardiaques, à entendre votre cœur, peut-être vos bruits digestifs si vous avez dîné, peut-être sur votre flot de pensée, peut-être sur l'inconfort d'une douleur au dos, au genou, à l'épaule, peut-être quelque part qui vous grattait. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans ces 30 secondes? Ouais, n'hésitez pas à nous mettre vos petits commentaires. Cool, nous dit Ella, la respiration n'est pas la même pendant les différentes étapes. C'est-à-dire que pendant les 30 secondes, ça a été différent pour vous. Ok. Comme j'avais un poids énorme qui se posait sur moi. Donc, est-ce que vous avez été témoin de ce qui se passait dans votre esprit, des pensées qui traversaient votre être, votre esprit? 60 000 pensées par jour, c'est un défilement mental en permanence. Le fait d'immobiliser son corps, en général, beaucoup de choses, on est pris par « mais pourquoi je fais ça? Ça me gratte à l'épaule, qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais faire demain matin ?» C'est une autre confusion. J'en profite avant de vous donner une autre instruction, qu'on continue l'expérimentation. Tu me demandais tout à l'heure, pour démystifier pourquoi les gens arrêtent la méditation. Je vous ai parlé sur 10 personnes, sur mon expérimentation d'accompagnant, sur plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes. Une personne sur 10 pratique, 4 personnes sur 10 ont déjà expérimenté mais arrêté, et puis 5-6 personnes n'ont jamais expérimenté. Ils ont entendu parler de ce que c'était, ils ont une vague idée, mais ils n'ont jamais expérimenté. Pourquoi les 3-4 personnes arrêtent, ont pratiqué et ont arrêté? Parce que beaucoup d'entre elles ont pensé, parce que je pense qu'elles ont été aussi mal orientées dans les écoles ou les stages ou les ateliers pour apprendre la méditation qu'elles ont pratiqué, sur le fait qu'il fallait arrêter son esprit. Ça, c'est clé, ce que je vous dis. C'est aussi une pépite. Beaucoup de gens pensent que la méditation, c'est d'arrêter son esprit, donc arrêter ses pensées. Arrêter ses pensées, vous vous rendez compte? L'image que je donne toujours, c'est que par nature, l'océan, je vis au bord de l'océan, tu sais que j'adore le surf et c'est une de mes façons de me ressourcer tous les jours. Donc, je passe beaucoup de temps dans cet élément. C'est comme si je demandais à l'océan, sur lequel je vais surfer tous les jours, est-ce que tu peux arrêter tes vagues? Par nature, par définition, l'océan a de la houle et l'océan a des vagues, par nature. On ne peut pas demander à l'océan d'arrêter ses vagues. Eh bien, c'est exactement la même chose, les amis, pour l'esprit. Par nature, notre esprit a des pensées. C'est sa nature. On ne peut pas demander à la nature de l'esprit d'arrêter le flot de pensée. C'est juste pas possible. Donc, la méditation n'a absolument rien à voir. Toutes les pratiques, les 1001 pratiques de méditation n'ont absolument rien à voir avec arrêter ses pensées. C'est absolument pas possible. C'est autre chose. La méditation, c'est focaliser son attention sur l'objet de la méditation. Et du coup, les pensées, j'aime à dire que vous êtes un champ de conscience. Ce champ de conscience, c'est le ciel, par exemple. Les pensées, ce sont des nuages qui traversent ce ciel. Notre souffrance en tant qu'être humain vient à partir du moment où on croit nos pensées. C'est fort ce que je dis. Où on croit nos pensées et où on s'identifie à nos pensées. Vous n'êtes pas vos pensées. Nous ne sommes pas avec Laura nos pensées et nos émotions. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes quelque chose de plus grand, ce champ de conscience. Les nuages, ce sont des pensées, des émotions. On n'a pas besoin de s'identifier aux nuages. Le ciel ne s'identifie pas aux nuages. Est-ce que ça te parle?
Ouais, c'est très important l'histoire de l'identification. Hein. Ça, c'est un grand fondement hein, de toutes les théories de développement personnel, de philosophie et aussi, bien sûr, de quiétude interne. Il y a beaucoup de réponses sur cette expérience. Hein. Espace de quiétude, un repos. J'ai appris qu'il fallait accepter puis laisser passer les pensées. Il y a Jacqueline, qui nous dit qu'elle a eu aucune pensée. J'imagine que c'est une méditante. Parce que arriver en 30 secondes dans un webinaire et puis réussir finalement à maîtriser, hein, même si on ne peut pas les arrêter, on peut maîtriser ses pensées dans un espace de quiétude. Tu sais, Laura, je pense que ne pas avoir de pensée, c'est quelque chose d'impossible. Oui, j'adore ta comparaison avec la mer. Hein, exactement. Mais si tu veux, il y a une confusion qui est que notre défilement mental va tellement vite, 60 000 pensées par jour. Minimum, ils disent même 60 000 à 90 000. Hein. Exactement. Exactement. Et la majorité, je vous disais, sont négatives. 48 000, ça veut dire 33 pensées négatives par minute. Ça va tellement vite. Tu sais, dans une retraite Vipassana, où on parle Vipassana en pali, c'était la langue parlée au nord de l'Inde du temps du Bouddha, il y a 2500 ans, Siddhartha Gautama. Il y avait le sanskrit, et dans le reste de l'Inde, et au nord de l'Inde, il y avait le pali. Vipassana, ça veut dire insight, voir la réalité des choses telle qu'elle est, en revenant à nos sensations corporelles, c'est-à-dire voir la réalité de ce qu'on ressent dans son corps. En anglais, on dit bodily felt senses, les sensations corporelles ressenties. Et on le verra parce que tu sais qu'il y a beaucoup de pratiques de psychologie qui réintègrent. C'est en train de redevenir extrêmement à la mode parce qu'on se rend compte que on ne peut pas faire l'impasse du corps et de ressentir les traumatismes qu'on a eus dans le passé, dans son corps, pour les libérer. Notre cerveau limbique qui engramme nos émotions, les amygdales cérébrales qui engramment la peur, pour évacuer ça, la condition sine qua non, c'est de ressentir dans le corps. Et justement, la méditation que je vais vous proposer, et un des grands principes de la méditation, c'est de reconnecter son corps à son esprit. Beaucoup de gens évoluent dans la vie en étant complètement déconnectés. Ça, vraiment, je m'en suis rendu compte dans ma pratique d'ostéopathe toutes ces années. Beaucoup de gens souffrent de cette déconnexion en permanence. D'autant plus que maintenant, nos jeunes, ils passent leur vie connectés là-dessus. Et ça, j'aime à dire que c'est un scaphandre. Quand tu es là-dessus, Laura, tu es dans un scaphandre où tu es complètement pris dans tes pensées, dans tes émotions, tu es complètement identifié. Donc, c'est vraiment le fait de sortir de ça, de se poser une minute chez vous avec ce corps antenne. On va voir l'importance de la posture, de la position. Vous allez voir que vous allez faire émerger des ressources inestimables. Tu nous as donné déjà beaucoup de pépites, mais je voudrais qu'on poursuive justement sur les 4 pépites pour apprendre à bien méditer ce soir. En tout cas, apprendre à méditer. Tu nous as dit qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise méditation, donc je me reprends, apprendre à méditer, ou alors renforcer les bases hein, pour les personnes qui sont déjà des méditants. On commence peut-être par, tu as évoqué un petit peu ça tout à l'heure, sur l'endroit. Choisir un endroit adéquat où on se sente bien. Choisir, ça c'est vraiment clé. C'est clé pour nous tous. Que vous soyez débutant, vous soyez expérimenté. Encore une fois, je pense que c'est pour moi, en tout cas, encore une fois, tu sais que je ne partage qu'à partir de ma connaissance, c'est-à-dire de mon expérimentation. Le savoir, il est livresque. C'est bien de savoir qu'il faut méditer. Si tu le fais pas, ta vie ne changera pas. On dit toujours que une once de pratique vaut un océan de savoir. Et tu sais que je différencie énormément la connaissance du savoir. Toute l'approche que j'ai à travers l'accompagnement que je fais à travers Life Force pour aider les gens à stresser moins, à vivre mieux, c'est basé sur l'expérimentation. C'est basé sur mon expérimentation. Donc, je vous partage mon expérience. Commencer sa journée par se connecter à soi, se nettoyer, ne serait-ce qu'une minute quand vous êtes débutant, c'est essentiel. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Parce que ce bien-être ou ce nettoyage, il va infuser dans toute votre journée. Donc, choisir l'endroit, c'est clé.
tu sais que j'ai eu plusieurs mentors dans ma vie, plusieurs personnes qui ont modifié complètement mon existence. Ça veut dire qu'il y avait David avant ces rencontres-là, ces rencontres inspirantes. Et puis, il y a eu un autre David qui a émergé, qui est né après ces rencontres, notamment lié à la méditation. Tu as dit, on a parlé de ces 12 retraites Vipassana et cette pratique assidue que je continue à faire tous les jours. Je m'assois presque 1 heure tous les jours. Attends, 1 heure, ça veut dire en plusieurs morceaux ou tu fais 1 heure complète? Je fais entre 45 minutes et 1 heure le matin quand je me lève. Ça, après, bon, toi, tu es expérimenté, mais là, les techniques que tu vas nous donner, les pépites que tu Ça commence par 1 minute. Voilà. Ça commence par 1 minute, exactement. Donc, je rassure tout le monde parce que tout le monde n'a pas forcément 10 jours, 45 minutes tous les jours ou 10 jours de sa vie pour faire une retraite de méditation. Par contre, tout le monde a 1 minute et ça commence par 1 minute. On a beaucoup parlé de jeûne, notamment on a fait ensemble différents webinaires sur la nutrition. C'est comme le jeûne, c'est une habituation progressive où on décale son petit déjeuner. Si vous commencez à vous asseoir 1 minute pendant une semaine et que vous avez des résultats, la semaine d'après, votre vie doit s'améliorer tout de suite. Si vous avez une belle pratique, une pratique qui est bien faite, eh bien, vous allez avoir envie de vous poser 2 minutes la semaine d'après. Et c'est comme ça on dit en anglais build up. C'est comme ça que vous construisez une pratique qui est, je cherche mes mots, tu sais que je vis à l'étranger, sustainable, une pratique qui est durable. C'est ça, je cherchais en français. Donc, 2 personnes qui ont été des mentors pour moi, qui m'ont énormément inspiré, c'est Thich Nhat Hanh, on en parlera tout à l'heure, ce moine vietnamien, ce Dalai Lama vietnamien, qui est un des pères de la mindfulness, de la pleine conscience. Tout son travail a été repris par John Kabat-Zinn, on en parlait en off, qui a ramené la pleine conscience et la pleine présence. La mindfulness, ça s'appelle en anglais aux États-Unis il y a 40 ans. Il a même intégré dans les hôpitaux américains, donc chapeau à lui. Mais tout son travail est inspiré de ce moine vietnamien, Thich Nhat Hanh, qui est encore une fois, c'est de la même trempe que le Dalai Lama. Et j'ai eu de la chance de pouvoir donc, il a inspiré ma vie il y a 25 ans au Vietnam et j'ai passé cette année, tu sais, 1 semaine avec ces 200 moines émoniales au village des Pruniers pour leur partager ces principes du vivant dans l'accompagnement. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. On a beaucoup échangé aussi sur leur façon de pratiquer la mindfulness. Et il y a eu aussi Maurice Dobar. On a parlé du froid ensemble. Donc, c'est le seul enseignant de Tummo tibétain qu'on avait en Europe. Maurice est parti aussi l'an dernier d'ailleurs, comme Thaï, comme Thich Nhat Hanh. Et les 2 sont partis à 93 ans l'an dernier. Tiens, je viens d'associer qu'effectivement les 2 avaient 93 ans et sont partis, nous ont quittés l'an dernier. Et Maurice, donc qui est un enseignant international de yoga, qui le Tummo, je rappelle, c'est le yoga du froid. Comment réveiller son feu intérieur. Donc, ce sont des pratiques méditatives où on apprend à passer, à méditer 1 heure dehors chez Maurice dans ses stages. J'ai appris à passer 1 heure en maillot de bain. Il fait -5, -10 degrés dans le Val d'Aoste et on passe 1 heure. Donc, on apprend à réguler sa température. Et les 2, il y a quelque chose qui est clé. Chez les Tibétains, on appelle ça le Jokang. Donc, je vous partage ça parce que tu sais que la tradition, c'est quelque chose de très important pour moi. On en parlait, quelque chose, ça, quand on a passé l'épreuve du temps. Jokang, ça veut dire avoir un endroit sacré chez soi. L'idée, c'est de trouver, que ça soit dans votre chambre, que ça soit dans votre grenier, dans votre salon, mais un petit coin à vous où tous les jours, vous allez faire votre minute de pratique si vous commencez, ou peut-être si vous en êtes déjà à 5 minutes, ou peut-être à 10 minutes, vous le faites toujours au même endroit. Parce que vous allez voir que le fait de toujours méditer au même endroit, vous allez charger cet endroit au niveau énergétique. Ce que je dis n'a absolument rien d'ésotérique. Vous savez tous que quand vous rentrez dans une salle de réunion où il peut y avoir silence, mais où c'est tendu, où les gens viennent de s'engueuler, vous sentez que c'est chargé, que l'énergie est chargée. Quand vous rentrez dans un endroit ou un restaurant où c'est jovial, vous sentez que vous allez passer un bon moment.
Donc, nos capteurs subtils perçoivent ça. Vous allez voir que le fait de toujours pratiquer au même endroit, de pratiquer cette mindfulness, cette pleine présence, eh bien, c'est quelque chose qui va faciliter votre pratique de jour en jour et la renforcer. Après, deuxième petite pépite, tu mentionnes le fait qu'il est très important de ritualiser, de sacraliser en fait le moment. Exactement, sacraliser. Comme tu sais, j'aime beaucoup, peut-être tu as vu ce film et ce livre surtout parce que ça vient d'un livre de Dan Millman, The Way of the Peaceful Warrior, la voie du guerrier pacifique. Et j'aime beaucoup cet enseignement-là parce que la vie se pratique. Tout est sacré. La vie se pratique. Faire pipi, Laura, ça se pratique. Respirer, ça se pratique. Dire bonjour, ça se pratique. Si vous pratiquez votre vie, vous allez voir que vous allez être là, dans l'ici et dans le maintenant. Comme nous disait Eckhart Tolle, tu sais, ce livre fabuleux, cet enseignement, le pouvoir du moment présent, l'idée de la méditation, c'est une ancre qui vous ramène dans l'ici et dans le maintenant. Pourquoi ? Parce que votre mental, c'est un petit singe, j'aime beaucoup cette image, qui saute de branche en branche et qui va du passé au futur, des regrets à l'anxiété du futur et qui veut absolument pas être dans le moment présent. Donc, je dis toujours dompter son esprit, c'est-à-dire dompter ce petit singe. Et on dompte pas un animal sauvage avec force et violence, on dompte avec amour et patience. Et c'est ce qu'on va voir après dans la pratique, comment dompter votre intériorité avec amour et patience. Et ça commence par sacraliser ce moment que vous prenez 1 minute avec vous, pour vous. Le matin de préférence. Et oui, parce que le matin, si vous le faites, ça va... la couleur de votre journée va être complètement différente. Le biohack, tu sais que j'ai un amour profond pour le biohacking, qui sont tous les petits trucs et astuces simples, mais pas simplistes, qui vont bonifier, optimiser la qualité de notre vie. C'est finalement ce que je fais, ce qui me passionne, c'est ça, le biohacking. Quand on débute, c'est bien de faire 1 minute le matin, première chose qu'on fait, et 1 minute le soir, dernière chose qu'on fait. Pourquoi ? Je vais te donner une image mentale que je trouve très belle, c'est cadeau, c'est pépite. Un sandwich, pour le manger, c'est bien d'avoir 2 bouts de pain. Un bout de pain en dessous, on met les tomates, la salade, ce qui vous fait plaisir dans le sandwich, et on met un autre bout de pain par-dessus pour pouvoir le prendre et le manger. Pour manger votre journée, pour pouvoir apprécier, vous régaler de votre journée, c'est bien d'avoir une pratique le matin, le premier bout de pain, une pratique le soir pour clore la journée, pour éveiller vos sens, les purifier, et la nuit, avant de dormir, pour nettoyer tout ce qui s'est passé. Si je donne une autre image mentale, c'est 2 piliers que vous avez. Le matin, première chose que vous faites, le soir, dernière chose, et ça fait un pont. Là, je vais pouvoir poser un pont entre ces 2 piliers. J'ai 2 piliers comme ça et je vais pouvoir avoir un pont qui va me permettre de traverser ma journée de façon beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus colorée. On passe à la 3e pépite, mais je reprends juste le mot Johanna qui nous demande ce que veut dire sacraliser. C'est vraiment poser son attention sur le fait d'avoir cette méditation. Je pense que est-ce que tu veux apporter une précision? C'est enrober ce moment-là d'un moment. C'est un moment sacré que vous vous accordez, que c'est un honneur pour vous. Et c'est une très bonne question, Johanna, parce que sacraliser, on peut tout sacraliser. Et sacraliser, si je te le dis autrement, c'est une très bonne question, c'est ralentir. Déjà, c'est ralentir. Parce que ralentir, ça va te permettre d'être pleinement conscient et pleinement présent à ce que tu fais. On va tous trop vite dans nos vies tout le temps. Donc, sacraliser, ça veut dire que quand tu vas aller dans ton lieu de méditation, comme si tu commences, je te propose 1 minute, la façon de t'y rendre et de t'asseoir, c'est de t'asseoir en conscience et de t'asseoir doucement. De sortir de la méditation, quand tu vas te relever, de le faire doucement. Sacraliser, ça veut dire avoir un coin, peut-être dans ta chambre, qui est joli, où tu as ton petit coussin de méditation, qu'on appelle un zafou. Tu vois, moi, je suis assis sur un zafou. Tu peux avoir un petit zafouton, qui est un petit carré, un coussin carré que tu poses dessus, avoir une petite bougie, avoir des fleurs.
rendre la chose belle et précieuse autour de toi sur le coin que tu as choisi. Je reviens, je rebondis là-dessus parce que, Johanna, je trouve que c'est joli. Moi, par exemple, je mets une petite bougie pour sacraliser, vous voyez, le moment qu'on passe ensemble. Et à chaque webinaire, j'allume autour de moi, je ne vais pas vous montrer tout le lieu, mais en tout cas, il y a des bougies partout. C'est un moment, en fait, lumineux. Je veux que ce moment soit un moment de rayonnant, lumineux, et qu'on en fasse un moment magique pour vous, en fait, où on vous donne du contenu, où on vous donne de l'amour, on vous donne voilà, plein d'outils pour que vous repartiez avec plein de trésors. C'est exactement ça. C'est d'avoir ce petit rite, votre petit rite. Encore une fois, il n'y a rien, c'est pas dogmatique, il n'y a rien de religieux, mais d'avoir quelque chose où vous vous sentez bien, et comme le dit Laura, d'allumer une bougie, de rendre ça, cet espace joli, parce que c'est un moment, comme quand vous cuisinez votre plat favori, c'est un moment avec vous, pour vous. Donc c'est de le rendre précieux. Exactement. Choisir le bon endroit, sacraliser donc ce moment. Troisième pépite, votre posture. La posture. Ce que je disais tout à l'heure, je partageais déjà cette pépite, c'est que votre corps, quand on tire son petit cheveu, ça devient une antenne. C'est le concept que j'aime beaucoup, que je partage toujours dans mes stages, de corps-antenne. Votre corps est une antenne. Si vous êtes complètement, alors dans la neuroscience qui me passionne, on appelle ça la théorie polyvagale de Stephen Porges. Si vous êtes complètement fermé comme ça, comme quelqu'un qui est dépressif, les épaules rentrées, la tête en avant, poser une gratitude ou méditer dans cette position, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus compliqué. Alors que si vous vous suspendez, vos épaules sont basses, le buste est ouvert, vous allez voir que ce qui va émerger va être complètement différent. Pourquoi? Parce que l'enseignement que je vous partage là, c'est qu'on a montré en neurosciences que votre corps, vos états corporels déterminent vos schémas de pensée. Je répète, vos états de corps déterminent votre intériorité, le schéma de pensée qui vont émerger. Donc, modifiez quand vous vous posez dans votre jokang, dans votre lieu sacré chez vous, quand vous y allez avec une façon, avec une qualité d'être, en mettant de la sacralité, en ayant un endroit qui est beau, qui est précieux pour vous, ne serait-ce qu'une minute, eh bien, tenez-vous, ayez une jolie posture. Si vous avez mal aux genoux et que vous vous asseyez sur une chaise, on s'assoit avec le dos le plus droit possible. Je dis toujours suspendu, pas redressé musculairement, mais suspendu, c'est-à-dire le minimum de tension pour tenir une jolie posture. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que méditer quand on n'a pas d'expérience allongée, c'est compliqué. On se met une balle dans le pied quand on commence comme ça parce que vous avez le risque de vous endormir et du coup de passer à côté de ce moment où l'idée, c'est que vous soyez pleinement présent et pleinement conscient à votre vie. C'est pas de roupiller. Donc, ce concept de se suspendre, vous le verrez dans la formation qu'on va vous présenter. Vous avez beaucoup de trucs et astuces simples pour comprendre comment. Et la chose la plus importante, c'est ce petit cheveu, se suspendre et avoir le dos le plus suspendu, le plus droit possible. Une posture digne et une posture aussi qu'on peut appeler une posture de l'élu. Exactement. On dit notamment, si on a nos amis yogis qui sont là, faites-nous coucou dans le chat, mais vous savez que le Bouddha a été représenté en lotus. On vous parle beaucoup de la position du lotus. Tous ceux qui nous ont donné une définition de la méditation, donc vous connaissez cette posture de lotus. On appelle ça Siddhasana. Siddhasana, la traduction littérale, ça veut dire la posture de l'élu. Moi, j'ai pas trop une représentation de l'élu comme le bossu de Notre-Dame. L'élu, il est plutôt la classe, quoi, le charisme. Ça veut dire suspendu, détendu. Juste pour répondre à un tout petit commentaire, parce qu'on ne pourra pas y répondre tout à l'heure, les deux noms sur la pleine conscience, Thich Nhat Hanh et Edgar Tolle, je pense que c'est ça, tu me confirmes ça? Alors, il y a Thich Nhat Hanh, on dit T-I-C-H-N-H-A-T, Hanh, A-N-H, Thich Nhat Hanh, un des pères de la pleine conscience. Et puis, on a parlé d'Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, et on a parlé aussi de Maurice Dobar, qui était l'enseignant phare du Tummo tibétain,
Donc, il y a beaucoup de pratiques méditatives aussi. Des très jolis livres à lire, hein, en tout cas de certains d'entre eux. On revient sur la quatrième, parce que je vois que l'heure tourne, sur la quatrième pépite, qui est évidemment le souffle. Hein, exactement. Attention le souffle de vie, l'inspiration. C'est ce que je voulais vous proposer d'expérimenter après. Oui. C'est encore une fois la respiration. Votre vie commence par une inspire, elle finit par une expire. Et ça accompagne tout ce que vous vivez. Tout ce que vous vivez, pardon. Ce que je dis toujours, l'image mentale, tu sais, c'est que on a fait aussi un webinaire ensemble sur le breathwork qui me passionne, sur le pouvoir de la respiration. Notre intériorité, notre esprit, je l'associe toujours à un cheval qui peut partir au galop, qui peut s'identifier à ses émotions quand elles sont déplaisantes, comme la frustration, la colère, où le cheval, le canasson peut partir au galop et nous, on est dessus et on peut se faire désarçonner. On perd le contrôle. Comment on reprend le contrôle du cheval? En reprenant les rênes. Et les rênes, c'est notre respiration. Ça veut dire que cette respiration, peu importe ce qu'on vit dans notre vie, que vous soyez en train de vivre un divorce, que vous soyez en train de récupérer d'un accident, que vous soyez malade, que vous soyez en pleine forme, votre respiration, elle est impactée. Donc, le matin, quand vous allez vous poser pour votre respiration, elle va être là, toujours. Et vous allez vous éduquer à ramener votre attention sur votre respiration. Je vais vous dire juste après avec Laura comment. Et si vous entraînez ça, ça va devenir une ancre. J'ai bien dit une ancre comme un bateau à voile. Et quand il y a une tempête dans votre journée, quand quelque chose que vous ne souhaitez pas arrive, ou quelque chose que vous souhaitez n'arrive pas, et qu'il y a une tempête, un bon marin, qu'est-ce qu'il fait? En pleine transat, il affale les voiles et il jette l'ancre. Eh bien, si vous vous entraînez le matin à ramener votre attention sur votre respiration comme on va faire, vous allez voir que ça va permettre à cette tempête de passer et de ne pas vous emporter et de ne pas vous noyer dans la tempête. Bah, je propose qu'on fasse une expérience. Allez, c'est parti. On est d'accord, hein, avant que tu nous parles de la formation que tu as joliment créée. Une minute de méditation. Alors là, on va faire une minute, juste une minute. Pour ceux qui n'ont jamais médité, ou même pour ceux qui méditent déjà dans d'autres traditions, l'idée c'est qu'on va se poser, on est devant son ordinateur ou devant son téléphone ou sa tablette, le plus suspendu possible. On reprend un petit cheveu sur le vertex, le sommet du crâne, on suspend, ça veut dire que le menton rentre délicatement, les épaules tombent, le sternum est détendu, et on va se poser sur sa chaise ou sur son coussin. Et tranquillement, là, je vais vous demander, regardez-moi, de presser avec votre index sur cette zone-là, la zone de la moustache, ici, sur la lèvre supérieure, d'appuyer ici, comme moi, assez fort et de relâcher. Là, vous avez une sensation, on a stimulé cette zone-là. Et je vais vous demander pendant une minute maintenant de sentir le toucher de l'air sur cette zone sur laquelle on vient d'appuyer. C'est-à-dire d'être un portier, comme un portier à l'entrée d'une boîte de nuit, qui va laisser entrer chaque inspiration et laisser sortir chaque expiration. Vous allez être témoin pendant une minute juste de chaque inspire qui rentre et de chaque expire qui sort. J'inspire, autrement dit, et je sais que j'inspire, et j'expire et je sais que j'expire. Je ferme les yeux, je tourne mon regard vers ici et je vais entraîner mon attention à revenir sur cette zone juste pendant une minute. Si ça me gratte, je note que ça me gratte et je reviens là. Si j'ai mal au genou, ok, j'ai mal au genou, merci de m'informer à ça. Une pensée m'informe que j'ai mal au genou, je reviens ici. D'accord? Vous ramenez, si votre attention part sur ce que vous allez manger après, ce que vous allez faire demain, vous ramenez ici. On l'expérimente et après, je vous explique le pouvoir de ce qu'on vient de faire. On ferme les yeux, on se suspend, on ferme la bouche, on inspire par le nez et on va mettre un petit sourire sur son visage pour rendre la pratique agréable, changer sa chimie intérieure, plus de dopamine, plus de sérotonine sont sécrétées. Et on tourne son regard sur cette zone qu'on vient de toucher, sur la lèvre supérieure. Et c'est parti, on part pour une minute
où j'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire, et je sens le toucher de l'air sur cette zone à chaque inspire, chaque expire. Profitez. On va prendre une grande inspiration et on va soupirer plusieurs fois. J'inspire et je soupire, je garde les yeux fermés pour faire descendre le bien-être, le centrage, l'apaisement que j'ai pu ressentir dans mes cellules, dans mon cœur, à travers le soupir. Le soupir me permet d'intégrer dans le corps ce que je viens de vivre, ce nettoyage de mon esprit. On ouvre les yeux tranquillement en bâillant. Étirez-vous, pendiculez, pour relâcher un petit peu les tensions corporelles. Et je vous invite à nous marquer dans le chat ce que vous avez expérimenté, combien de fois... J'allais me coucher, moi. Bienvenue Laura, de retour. Combien de fois vous avez ramené votre esprit, votre attention parce que ce qu'on vient de faire, et c'est en ça, je vais juste vous expliquer une petite minute avant de prendre vos questions, et on va finir par une belle pratique qui est différente, qui est un voyage méditatif, sur finalement ce qu'on vient de vivre ensemble, c'est de comprendre que votre esprit, peut-être il est parti une pensée, tiens, ça me gratte à l'épaule, ou ça me gratte ici, ça me fait mal au genou, qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure, je dois appeler ma mère demain matin. Et à chaque fois que votre attention part sur autre chose que surveiller l'inspire et l'expire ici, finalement, ce que vous avez fait, c'est une musculation de votre attention. Vous avez ramené votre attention toujours ici. Quand on va dans une salle de sport et que vous prenez ce qu'on appelle une dumbbell, une haltère, et que vous faites une répétition comme ça, là, je viens de muscler mon biceps parce que j'ai fait une répétition. Je refais une deuxième répétition de ce mouvement de flexion du coude, je muscle plus mon biceps. Eh bien, c'est pareil, mon intériorité, mon esprit, je le muscle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise méditation. À chaque fois que je note que mon esprit s'est barré autre part que sur l'objet de la méditation que je lui ai proposé de surveiller, c'est-à-dire que j'ai demandé à mon petit singe qui saute de branche du passé au futur, petit singe, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien surveiller la respiration ici? Je lui donne une tâche simple. Il me dit oui, bien sûr, je veux bien. C'est comme ça que je le dompte avec amour et patience. Et à chaque fois qu'il ramène son attention là, quand il se rend compte qu'il est parti autre part, eh bien, je le renforce. Je le renforce. Et du coup, c'est comme ça que je vais entraîner mon esprit à être à mon service quand je le souhaite et ne pas subir comme un pantin les pulsions de mon mental en permanence. Dis-moi, Laura. Pardon, est-ce que le point qui est là, est-ce que c'est essentiel ce point-là ou on peut choisir un autre point? Alors, on peut choisir un autre point. Là, ce que je vous ai proposé, c'est une technique qui est dérivée de Anapanasati. En pali, ça veut dire Ana, inspiration, Apana, expiration, Sati, l'établissement de la conscience. Comme Jon Kabat-Zinn disait, qui est cet expert de la méditation, de la mindfulness dont je vous parlais aux États-Unis, qui s'est inspiré énormément du travail de Thich Nhat Hanh, on a en mindfulness, en pleine conscience, ce concept de one-pointedness, de focaliser, et c'est le point le plus simple. Alors, on verra dans la formation que je vous propose, c'est le toucher de l'air à l'entrée des narines. Une fois qu'on est capable de le faire ici, on peut expandre. Mais c'est un des endroits le plus simple parce qu'il est proche du nez. Juste pour que vous compreniez une chose essentielle pour moi,
c'est que ce qu'on vient de faire là, si certains d'entre vous, peut-être vous pouvez nous le mettre dans le chat, sautez sur le coussin. C'était difficile pour vous, vous aviez envie de vous gratter partout. C'est difficile de rester 1 minute sans bouger parce que on n'a plus l'habitude. Et peut-être de l'énervement, de l'excitation monte, ou peut-être de l'endormissement arrive. Bien, j'ai envie de vous dire, c'est comme vous êtes surfeur, tu sais que je m'occupe des surfeurs de très grandes vagues, les 2 derniers recordman du monde de surf de grandes vagues au Portugal où j'habite, à Nazaré, c'est des vagues de plus de 30 mètres. Là, quand tu te retrouves dans ces vagues-là, un raz-de-marée t'arrive dessus et on peut avoir des raz-de-marée intérieurs. Et d'ailleurs, cette pratique-là, tous ces éléments-là, c'est des choses que j'ai introduits dans leur entraînement pour la préparation mentale. Donc, ces principes-là aussi des gens qui vivent dans le stress où ils peuvent mourir, ça leur sert énormément. Et donc, ça nous sert aussi à nous complètement dans nos vies. Ce que je voulais te dire, c'est que l'analogie, la métaphore, c'est que quand tu as un raz-de-marée qui arrive, le fait de simplement d'être là, en présence, et que, OK, il y a de l'excitation, tu sautes sur ton coussin et tu ramènes ton esprit à ce que tu lui as proposé, à cette zone-là, ce raz-de-marée, il va passer. Il y a les raz-de-marée, après une grande vague, il y a toujours un moment où c'est calme. Et c'est une façon qu'a notre esprit de faire remonter des traumatismes du passé, c'est-à-dire du stress accumulé dans notre vie pour l'éliminer. Parce qu'on s'autorise en conscience à le ressentir dans son corps, plutôt que de fuir. Tout ce qu'on a fait dans notre vie, beaucoup d'entre nous, c'est de fuir et de réprimer tout ça. Et là, dans un cadre où vous êtes sécuritaire chez vous, vous vous donnez ce cadeau de ressentir ce qui a été accumulé pour vous décharger. Vous allez voir que c'est le meilleur, que c'est tout ce que je vous souhaite, et c'est tout ce que je fais, tout l'accompagnement, de vous décharger. Vos épaules deviennent de plus en plus légères et votre vie devient de plus en plus colorée. On va prendre quelques questions dans quelques instants, mais juste, je voudrais qu'on revienne sur, bien sûr, la formation que tu proposes, que tu as créée, une nouvelle formation justement sur comment bien méditer. Ce programme, c'est un programme en ligne, David. Est-ce que tu peux nous décomposer le contenant de ce programme? Oui, bien sûr. C'est un programme il y a un petit peu plus de 6h30 de contenu, de coaching, où l'idée, c'est que je vous prenne dans la main, par la main, et qu'on revisite tous ces principes pour apprendre à méditer ou réapprendre à méditer, ou si on pratique déjà, pour renforcer sa pratique, renforcer les bases de la méditation. Donc, il y a 38 vidéos, 6h30 de contenu, et cette formation, elle est séparée en 2 parties. La première partie, c'est réapprendre à méditer. Et comme on le dit dans la formation, je pense que c'est une compétence clé dans l'époque de vie qu'on est en train de traverser, où il y a cet égrégore, tu le sais bien, de peur, de peur et d'incertitude depuis 2 ans et demi qui plane sur nous, où je le vois tous les deux, on est coach professionnel, c'est notre métier d'accompagner les gens. Moi, je le vois dans tous mes stages, dans tous les accompagnements que je peux faire en entreprise. Il y a énormément d'anxiété, d'angoisse, de stress. Et cet outil, il est plus que jamais nécessaire pour recontacter la pleine confiance, revenir à soi et sortir de ce contexte qui est extrêmement anxiogène. Donc, cette première partie de formation, il est pour réapprendre ces bases de cette méditation, revenir à soi, d'être autonome dans la pratique et de ne pas dépendre d'une application sur le téléphone, comme on a pu citer tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment d'être autonome, de construire quelque chose pas à pas, petit pas après petit pas, chez vous le matin, pour que ça puisse avoir un ripple effect, c'est-à-dire un effet magique dans votre journée, et que vous puissiez avoir cette ressource quand les choses ne se passent pas comme vous voulez et qu'il y a des stress dans votre journée. La deuxième partie de la formation, c'est ce que j'ai appelé les voyages méditatifs. C'est 15 voyages méditatifs que j'ai enregistrés avec un de mes grands amis vidéastes qui sont
j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces enregistrements. Ce sont un voyage méditatif, c'est entre une relaxation guidée, hypnotique, où on a mis des musiques sacrées avec des fréquences sacrées, comme la fréquence par exemple de 417 Hertz, où il y a une musique sacrée qui vous accompagne avec ma voix pour développer, apaiser votre esprit et développer plusieurs parties, plusieurs ressources en vous pour vous accompagner à grandir et à être qui vous avez envie d'être. Donc des choses clés comme l'estime de soi, comme la confiance en soi, comme décharger son stress, comme pardonner à des gens à qui on a besoin de pardonner ou avec qui on a eu des challenges dans sa vie, des méditations, des voyages méditatifs, pardon, pour apaiser des douleurs physiques qu'on peut avoir, des inflammations. Donc, différents sujets qui, à travers mes 30 années de pratique comme professionnel de santé, reviennent. Et à travers ces voyages et ces musiques sacrées, ça va vous permettre de développer des ressources. Donc, cette formation, elle est vraiment sur comment construire une pratique autonome de méditation et comment avoir des voyages méditatifs qui sont des outils pour vous apaiser, pour renforcer certaines parties de vous-même dans votre quotidien. En tout cas, il y a une offre de lancement ce soir. Si vous avez été sensible et si vous avez aimé tout l'apprentissage de David, moins 50% ce soir, donc la formation est à 197 au lieu de 394. Et vous avez la possibilité, comme à chaque fois, de payer en 2 ou 3 fois. Et c'est valable jusqu'au lundi 3 octobre à minuit. Alors, vous savez que si vous avez des questions, bien sûr, sur ce programme, on se fera une joie d'y répondre. Vous recevrez de toute façon toutes les informations par email dès demain dans votre boîte mail puisque vous êtes inscrit et vous êtes là ce soir. On va prendre quelques questions-réponses. On a donné beaucoup de contenu, beaucoup de pépites. Donc, on a pris plus de temps que prévu, mais on va quand même prendre quelques questions. Bien sûr. Avant un petit voyage méditatif, David. Alors, soyez plus spécifique de respiration. Sur l'inspiration et l'expiration, Solène nous demande, est-ce que tu peux juste par rapport alors c'est génial, Solène. Merci pour cette question. En fait, c'est simplement l'inspiration telle qu'elle est, pas telle que tu voudrais qu'elle soit, mais telle qu'elle est au moment où tu t'assois. Et l'expiration, c'est pareil. C'est vraiment c'est vraiment accueillir sa respiration telle qu'elle est et pas telle que tu voudrais qu'elle soit. Donc, il n'y a absolument rien à faire. Il y a Hélène qui a écrit plusieurs fois la question, donc j'imagine que c'est important pour elle. Une séance de cohérence cardiaque est-elle assimilable à une séance de méditation? Alors, c'est 2 pratiques différentes. La cohérence cardiaque, c'est une pratique respiratoire. Bien sûr, si tu es une méditante aguerrie, tu peux avoir cette compétence, un méditant aguerri, et je l'explique longuement dans la formation, vous développez plusieurs vertus. Par exemple, l'équanimité, c'est quelque chose, c'est une compétence de vie que vous développez. La cohérence cardiaque, c'est une pratique respiratoire. La méditation, c'est un entraînement de l'attention. Et c'est 2 choses à dissocier au début. Un petit conseil à Véronique qui nous dit quand même c'est assez ennuyeux de ne faire que se concentrer sur son souffle. L'esprit finit par voguer ailleurs. Allez, essaye de lui donner une petite aide pour qu'elle s'ennuie un petit peu moins. Mais alors c'est très beau, Véronique, ce que tu dis. Merci pour ça. Peut-être que c'est dans l'ennui, peut-être que c'est dans le non-faire que tu te feras le plus beau cadeau pour te ressourcer. Parce que on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Et qu'est-ce que ça fait simplement d'arrêter de faire quelque chose et d'être justement dans l'être, ne serait-ce qu'une minute. Et justement, cette formation, elle donne des clés dans ces 6h30 de contenu pour bien commencer, pour avoir envie, j'ai envie de te dire, Laura, de commencer surtout, et surtout établir une pratique qui soit durable. Est-ce qu'on doit mettre une sonnerie, nous demande Nadia, pour savoir quand est-ce qu'on stoppe?
C'est vrai que nous, on a des chronomètres dans la tête, toi comme moi, je Oui, pense. oui, quand on débute, c'est bien, surtout si vous faites ça dans votre quotidien qui est très chargé. Peut-être le week-end, vous n'avez pas besoin, ou si vous n'avez pas d'engagement, de commitment dans votre journée juste après, ou les enfants emmenés à l'école, c'est complètement OK. Mais vous allez voir que je donne des stratégies dans la formation très claires sur comment garder une pratique durable. Et pour pratiquer et que cet outil devienne une ressource pour vous, c'est important d'avoir une consistance. Si vous en êtes à 1 minute, vous ne pouvez pas vous permettre de faire 1 minute et le lendemain 10 minutes, et parce que, je vous l'explique dans la formation, vous allez abandonner. Ça, c'est la voie pour abandonner. Donc, c'est vraiment de progresser tranquillement. Donc oui, au début, c'est bien de mettre un réveil pour savoir. Alors, de mettre une petite sonnerie douce, bien sûr, pas une alarme de pompier, pour pouvoir quitter de façon sacrée votre pratique. Et enfin, on peut terminer avec la question de Claire, qui est plus un constat. Hein. J'ai constaté que lorsqu'on se focalise sur sa respiration, eh bien cette respiration se transforme. Joli. Oui, c'est un des concepts essentiels qui s'appelle anicca. En pali, ça veut dire l'impermanence des choses. Tout change. Tout change en permanence. Et c'est justement une des choses. C'est pour ça que peut-être se gratter l'épaule, si ça vous gratte à la 29e seconde, c'est pas nécessaire parce qu'à la 38e seconde, vous aurez plus cette sensation-là. Mais ça, tant qu'on l'a pas expérimenté dans son corps, eh bien, il y a quelque chose qui est différent. Et quand vous l'avez expérimenté et compris dans le cadre du corps, vous allez voir que ça a un impact extrêmement puissant. C'est tout ça que j'explique dans la formation, dans votre quotidien. Quand il se passe des choses, quand il se passe des choses qui vous stressent dans la vie, cet outil, cet entraînement que vous faites le matin, ça va vous servir énormément pour être capable de proposer encore une fois une réponse et pas d'être en réaction en permanence. Et puis on va prendre la question de Nadia, de Marie, toi qui es justement allée voyager et aller voir les peuples qui vieillissent le moins vite. Elle nous pose la question, la méditation ralentit-elle le vieillissement? Oui, bah, il y a énormément d'études qui ont été faites par les neuroscientifiques. Simplement, bon, j'en parle beaucoup dans les bénéfices qui sont dans tous les champs de vie, mais clairement, la méditation, oui, ralentit le vieillissement. Simplement pourquoi? Parce que c'est une des façons clés majeures de décharger votre stress. Qu'est-ce qui vous fait vieillir? Qu'est-ce qui vous tue? Qu'est-ce qui vous rend malade? Votre stress. Vivre, c'est stressant. Vivre, c'est acidifiant. Et le stress, que ça soit une maladie, un divorce, un accident, la perte d'un être cher, la méditation va vous apaiser. Forcément, ça va ralentir, effectivement, tu as raison Marie, le vieillissement. Allez, ben on va ralentir avant d'aller se coucher tous. On va se faire notre voyage méditatif, si tu en es d'accord, David. On va vivre un petit voyage méditatif en même temps pour que vous compreniez la différence. Je vous mets une petite musique qui a été composée par un de mes amis, spécialement pour accompagner ça. Est-ce que vous l'entendez, la musique, Laura? Vous entendez ma voix aussi? Alors, je vais vous inviter, les amis, à fermer les yeux, à vous suspendre, à tourner votre regard vers l'intérieur, à profiter de ma guidance pendant 2-3 petites minutes et à profiter de la musique. Les épaules sont détendues. Vous sentez vos appuis sur votre chaise ou sur le coussin de méditation. Le dos est suspendu et le ventre gonfle et dégonfle à chaque inspiration. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. On va vivre un petit voyage méditatif ensemble pour décharger le stress qu'on a pu emmagasiner les jours derniers. J'inspire, le ventre gonfle. J'expire, le ventre dégonfle. Et je vais sentir sous mes fesses des petits trous d'une passoire qui se dessinent, qui s'ouvrent tranquillement, calmement. Je sens mes appuis sous mes pieds,
Si je suis assis sur une chaise, sous mes cuisses, sous mes fesses, et je vais sentir ces petits trous de passoire et je vais sentir des racines qui viennent de ma colonne vertébrale, de ma moelle épinière, qui vont sortir tranquillement, calmement, à travers ces milliers de petits trous de passoire sous mes appuis, et qui vont pénétrer pour aller s'enraciner au centre de la terre, tranquillement, à chaque inspiration, à chaque expiration. Mes racines pénètrent dans la terre sous moi, de plus en plus profondément. Je vais sentir que je suis comme un roseau suspendu. Je vais sentir des micro-oscillations à chaque inspiration, chaque expiration, avec un ancrage profond de mes racines qui viennent de ma colonne vertébrale, de ma moelle épinière. Et puis maintenant, je vais porter mon attention sur le sommet de mon crâne, où va s'ouvrir une petite fenêtre, une fontanelle au sommet du crâne. Et je vais sentir une lumière qui vient du ciel, de la voûte céleste, une colonne de lumière qui va descendre et entrer sur cette fontanelle, sur cette zone au sommet de mon crâne qui s'est ouverte pendant quelques instants. Je vais sentir, visualiser cette colonne de lumière douce et à la fois puissante, lumineuse, qui pénètre le sommet de mon crâne pour aller illuminer toute ma colonne vertébrale, tout mon tronc, et emmener avec elle, de façon douce, légère, et purifier toutes les négativités, tout le stress que j'ai pu accumuler aujourd'hui et les jours derniers. J'inspire et j'expire et je ressens à chaque inspiration ce flot, ce magnifique flot de lumière qui vient du ciel, qui pénètre mon crâne pour venir me décharger, emporter toutes ces tensions, tout ce stress, toutes ces négativités. Ce flot de lumière traverse mon tronc, ma colonne, ma moelle épinière et vient illuminer toutes mes racines qui sortent à travers ces petits trous de passoire sous mes appuis. Et je vois ce flot de lumière qui descend à travers mes racines au centre de la terre. Je sens mes racines qui s'illuminent et qui emmènent toutes ces négativités, tout ce stress à la terre. On décharge à la terre. Seule la terre est capable d'alchimiser, de composter, de transformer tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui est trop lourd pour nous. J'inspire, ce flot de lumière qui me traverse de haut en bas, et j'expire, ce flot de lumière dans mes racines, j'inspire. Ce flot de lumière, je l'expire dans mes racines. J'inspire. Je sens la lumière qui me traverse de haut en bas. Et j'expire dans mes racines. J'inspire. Et je soupire. J'inspire. Et je soupire, un soupir de relâchement, de détente, de bonheur. Et je vais sentir tranquillement que ce flot de lumière va s'éteindre progressivement pour retourner d'où il vient, dans les cieux, dans la voûte céleste. Et je vais sentir tranquillement mes racines qui reviennent du sommet, qui reviennent
tranquillement de la profondeur du centre de la Terre où elles étaient, vers ma colonne vertébrale, dans ma moelle épinière. Elles sont réabsorbées tranquillement pour revenir tranquillement à la moelle épinière. J'inspire, j'expire et je ressens mes appuis sous ma chaise, sous mon coussin de méditation. Et je vais inspirer, expirer. Pour faire passer cette détente, cette décharge qu'on vient de faire, l'intégrer. Je vais inspirer et soupirer et tranquillement bâiller en ouvrant les yeux avec un joli sourire. Magnifique. Merci. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé ce partage et que ça vous a fait du bien. Vas-y, qu'elle ne s'arrête pas. C'est bien. David, comme d'habitude, comment te remercier pour tout ton éclairage, pour toute ton expérience, pour tout ce que tu nous donnes. C'est toujours un plaisir de partager, en tout cas avec toi, et avoir ce concentré de pépites. Merci beaucoup. Merci infiniment. J'espère que toutes les personnes qui étaient là, écoutez, vous avez... que fait-on des mains? Rien. On les laisse tranquilles, je crois bien. Merci. Ben oui, merci. Ouais, c'était un vrai plaisir. Tu nous as donné beaucoup de choses. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses que tu n'as pas pu dire ce soir, mais qui est évidemment dans ta formation. Tu sais, les mains, Laura, je rebondis sur ce que dit notre auditrice sur les mains. Ça, en Inde, ça veut dire namasté. Namasté, c'est comme dans le film Avatar, je te vois, je te vois. Et la méditation, c'est peut-être le plus bel outil pour nettoyer votre filtre, vos lunettes, pour voir les autres. Pour vous voir tel que vous êtes, mais aussi pour voir votre environnement, redécouvrir les gens autour de vous et les voir autrement. Le prisme à travers lequel vous regardez la vie, votre monde, va changer avec cette pratique. Et vous allez voir que c'est quelque chose de merveilleux. Merci beaucoup. On vous souhaite une très belle nuit. Je vous rappelle que si vous avez envie d'aller plus loin, vous aurez toutes les informations demain sur votre boîte mail par email. Toute l'équipe de Vivo Vojo vous souhaite une super belle nuit. On vous dit à très vite pour un prochain webinaire, bien sûr, avec du contenu, avec des trésors, avec de la magie, plein de belles choses. David, à tout vite, nous. À tout bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Oui, portez-vous bien. À tout vite.